Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau magazine Ici l'énergie qu'on a imaginé avec notre partenaire Elio, un magazine qui met en lumière celles et ceux qui font nos territoires. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première étape. On est ici à Cognac, une terre d'excellence et de savoir-faire où la filière agro-industrielle s'engage à réduire son empreinte carbone et se réinvente. Pour cette étape, je suis accompagné de Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques de Elio. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Grégoire, bonjour à tous et bienvenue dans la région de Cognac. C'est ici que l'énergie prend tout son sens. C'est elle de femmes et d'hommes qui innovent chaque jour pour conjuguer tradition, performance et durabilité. Et à travers cette émission, notre objectif est simple. Donner la parole à ceux qui agissent concrètement sur le terrain. Alors Pierre-Marie, on a un programme qui est chargé aujourd'hui, des rencontres, des débats, des présentations, des rencontres inspirantes. Ensemble, nous allons découvrir comment cette filière du cognac, symbole du savoir-faire français, à l'international, prépare son avenir bas carbone. Bienvenue dans le terroir de Cognac, bienvenue dans le tout premier épisode d'Ici l'énergie. Cognac est né d'un territoire façonné par le fleuve et par le commerce. Dès le Moyen-Âge, la ville s'impose comme un point de passage essentiel entre l'océan Atlantique et l'intérieur des terres. Les gabarres qui naviguent sur la Charente transportent alors le sel, le vin et les premières marchandises issues des campagnes aux alentours. Mais c'est au XVIIe siècle que Cognac prend véritablement son essor. Grâce à son vin blanc distillé pour mieux conserver, la région voit naître une nouvelle richesse. Une eau de vie d'abord locale, mais bientôt recherchée dans toute l'Europe. Autour de cette activité, la ville se transforme. Les entrepôts se multiplient le long du fleuve, les quais s'animent et le savoir-faire s'organise. Cognac devient une industrie à part entière où s'unissent travail des hommes, science des alambics et exigence du commerce maritime. Au fil des siècles, cette activité façonne non seulement l'économie, mais aussi le paysage urbain. Les chais, les pierres blondes, les odeurs de flux imprègnent les ruelles, rappelant une histoire où le temps et la patience sont rois. Aujourd'hui encore, la ville conserve un lien étroit entre tradition et modernité. Son nom est devenu symbole d'excellence, rayonnant bien au-delà des frontières françaises. Mais aujourd'hui, comment la région poursuit-elle son histoire ? Nous allons évidemment répondre à cette question dans ce premier épisode de Ici l'énergie. Pierre-Marie, après ce reportage qu'on était ravis de vous proposer, on va voir maintenant que la transition énergétique du cognac, en fait, c'est une aventure qui est collective. Et oui Grégoire, et pour comprendre comment cette filière d'excellence s'organise, nous avons réuni autour de la table 3 experts de la filière. Bienvenue dans le débat de notre émission Ici l'énergie, en direct du Bureau national interprofessionnel du cognac. Je suis ravi d'animer cette table ronde en présence de Florent Morillon, président du BNIC, Jérôme Sourisseau, président de Grand Cognac et du département de la Charente, et Jean-Sébastien Robiquet, fondateur de Maison Villevert, mais également président de Spirits Valley. Florent Morillon, pouvez-vous nous rappeler les principaux enjeux de la filière du cognac ? Alors peut-être d'abord dire quelques mots sur cette filière qui s'étend sur 2 départements. La filière cognac, c'est 90 000 hectares. Et puis derrière, c'est 250 maisons de négoce, c'est plus de 4000 viticulteurs, donc 4000 exploitations, 4000 familles, et puis tout un écosystème d'entreprises sur l'emballage, des distillateurs, des tonneliers. Donc c'est vraiment tout un écosystème. Et puis derrière tout ça, un chiffre, c'est plus de 70 000 emplois. Très bien. Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler un petit peu les enjeux de la filière sur les sujets de décarbonation, de maîtrise de l'énergie ? Alors les enjeux sont très clairs. C'est un enjeu d'avenir. Nous exportons à 98%.
Et bien sûr, nos consommateurs attendent des choses de nous, et nous-mêmes, nous mettons des objectifs. Et comme je vous le disais en préambule, notre filière, c'est un ensemble de maillons, de chaînes, et chaque maillon a ses propres objectifs, aussi bien sur l'exploitation viticole, aussi bien chez le distillateur, aussi bien chez le négociant. Je pense qu'on va en parler peut-être plus en détail tout à l'heure. Il y a un travail qui est fait sur chacun des maillons de la filière. Très bien, Jérôme Sourisseau, vous êtes un peu en première ligne en tant qu'acteur public pour dynamiser cette filière, lancer des engagements et les accompagner dans la compétitivité, mais aussi dans ces stratégies de décarbonation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ? Alors, souvent, on le sait, quand on fait un bilan carbone, il faut regarder au sens large toutes les sources d'usage du carbone. Et nous, je dirais qu'au niveau de la collectivité, en fait, on va intervenir pour tout ce qui est l'environnement, plutôt. La filière mène des expérimentations, travaille avec les acteurs de la filière, et à la rigueur, l'agglomération intervient peu de ce côté-là. En revanche, évidemment, quand on fait un bilan carbone, on va s'intéresser au transport, par exemple. Et là, nous, on a la compétence transport, et donc on essaye de réfléchir sur des mutualisations de transport pour diminuer le bilan carbone. Ça va intervenir dans les entreprises, et ça va intervenir collectivement. L'agglomération, dans ce cadre-là, a deux documents cadres très très forts. Le premier, qui est assez courant en France, c'est un plan climat, air, énergie, territoire qui fixe des objectifs de meilleure prise en compte de la transition écologique. Mais surtout, on a un contrat d'objectif territorial, un COT, avec l'ADEME, qui là nous donne des objectifs chiffrés à atteindre de diminution du carbone sur l'ensemble du territoire de Grand Cognac, en prenant à la fois la consommation carbone des entreprises, mais aussi évidemment des collectivités. Bref, c'est dans une vision très large. Donc on va intervenir, nous, sur tout ce qui va être, je le disais, le transport, mais par exemple quand on a une initiative sur le recyclage des bouteilles, de nettoyer les bouteilles pour globalement diminuer l'énergie nécessaire à refaire fondre du verre et refaire des bouteilles, eh bien on va accompagner cette entreprise parce qu'elle va se traduire sur un bilan carbone collectif. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense qu'au niveau de la collectivité, nous on est plutôt sur l'environnement, et donc on intervient au bilan des entreprises, mais plutôt sur en périphérie du cœur de la création des spiritueux. On sait que la filière cognac est soumise à beaucoup d'enjeux très forts. On pense à des enjeux économiques. On a vu les droits de douane chinois, américains qui mettent une tension dans la filière, mais également des enjeux climatiques, écologiques et puis énergétiques avec la guerre en Ukraine qu'on a vue. Comment est-ce que un président de département comme vous, un président d'agglomération est en première ligne sur des questions de lobbying auprès des pouvoirs publics pour aller défendre nos intérêts et les intérêts de la filière, que ce soit au niveau national mais au niveau international? On sait que c'est un enjeu clé. Je crois qu'il y a, le rôle tel que je le perçois, il y a un message clair, c'est-à-dire que on vient de traverser une période qui était de très bon fonctionnement du cognac, et donc la région est habituée, et là c'est les acteurs du cognac sont habitués à investir dans la recherche et développement de façon significative pour aller vers ces transitions. Aujourd'hui, le contexte est plus difficile, et je crois qu'à ce moment-là, nous, on doit être les messagers vis-à-vis de la région, qui a une capacité et qui investit beaucoup dans la recherche et développement et qui accompagne les entreprises, mais vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'Europe, d'essayer, aux côtés de la filière, aux côtés des différents acteurs, d'aller chercher des fonds, parce que la recherche, ça coûte cher, ça prend du temps, il faut pouvoir y investir beaucoup, et aujourd'hui, la région toute seule n'aura pas forcément les capacités de financer toute la recherche nécessaire à la vraie transition et aller vers une vraie décarbonisation de la filière. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on essaye d'intervenir, et je pense que le premier acteur, notamment la région Nouvelle-Aquitaine, qui est capable d'investir beaucoup dans ces enjeux-là, puisque ça fait partie de la feuille de route Néoterra et de tous les objectifs d'Alain Rousset, eh bien là il va falloir leur dire attention, d'habitude on se débrouillait un peu tout seul dans la région de Cognac, là va falloir nous aider parce que tout seul on ne pourra pas aller aussi loin, et le fait que le cognac soit un produit à consommation très longue et de vieillissement fait qu'il faut répondre aujourd'hui aux enjeux dans 15 ans. Quand on voit la vitesse à laquelle ça veut dire qu'il faut qu'on aille très vite maintenant, et c'est très complexe, donc ça nécessite des moyens importants. Très bien, merci beaucoup de votre éclairage. La filière du cognac fait face à un défi particulier et assez compliqué ces derniers mois. Elle se retrouve mêlée à une guerre commerciale internationale qui impacte assez fortement son business model. En effet, le cognac est un produit qui, à plus de 95%, je crois même que c'est 98%, est exporté à l'international avec deux marchés extérieurs majeurs que sont les États-Unis et la Chine. Or, il se trouve que justement, ce sont les marchés qui sont actuellement très impactés par les augmentations des barrières douanières.
ce qui a un impact direct sur la capacité du cognac à s'exporter et sur les marges, et donc sur le modèle économique qui permet à la filière de fonctionner. La filière cognac doit aussi se réinventer et fait face à un enjeu et à des défis auxquels font face l'ensemble des filières économiques aujourd'hui, qui est celui de la transition écologique et énergétique. Et il se trouve que la filière cognac a choisi, et je pense que c'est assez remarquable, de voir en la transition écologique et énergétique non pas uniquement une contrainte qui viendrait rajouter de la complexité, rajouter des coûts, rajouter des dépenses, mais au contraire un levier, parce que la transition énergétique, c'est aussi un moyen de réduire les consommations énergétiques et donc de réduire les dépenses énergétiques pour faire fonctionner une filière économique. La filière cognac a très bien réagi face à ce double défi et a su identifier la transition écologique et énergétique non pas comme une contrainte, mais au contraire comme un levier pour aller justement trouver de la croissance économique. Alors mon cher Pierre-Marie, après ce débat, on va voir que la transition énergétique, c'est aussi une affaire d'action concrète sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, et nous allons aller dans une maison familiale emblématique, la maison Bache-Gabrielsen, qui a décidé de miser sur des actions de sobriété et d'innovation. Le cognac, ça commence ici, dans les vignes charentaises. Le raisin récolté, pressé puis fermenté pour créer un vin blanc léger. Ensuite, la signature cognac, c'est une double distillation charentaise jusqu'à obtenir une eau-de-vie pure. Cette eau-de-vie ensuite vieillit dans un chai pour prendre sa couleur, son caractère et ses arômes. Puis, le maître de chai assemble plusieurs eaux-de-vie pour créer une identité unique. Du raisin à la bouteille, le cognac est un travail de précision, de patience et de tradition. Monsieur Bache-Gabrielsen, bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous. Est-ce que justement vous pouvez nous décrire l'identité de la maison Bache-Gabrielsen entre héritage, innovation et puis aussi ouverture à l'international? Eh bien, la maison Bache-Gabrielsen est avant tout une maison familiale. Elle appartient à une famille, elle a été créée par mon arrière-grand-père. Je suis le représentant de la 4e génération. Et au-delà de la famille, c'est aussi une communauté de personnes qui travaillent pour nous, avec nous. On a vraiment à cœur de casser l'image élitiste que peut avoir parfois le cognac et de le partager avec donc un nombre important d'amateurs, des spiritueux de qualité et grâce aussi à une équipe engagée, le facteur humain étant très important pour nous. Vous pouvez nous dire comment la maison Bache-Gabrielsen s'inscrit dans cette dynamique locale? La maison Bache travaille beaucoup avec les autres maisons en fait, et notamment sur les sujets RSE. C'est vrai qu'on essaye entre maisons de partager les bonnes idées, les actions. On est plusieurs maisons à avoir travaillé là depuis 1 an et demi à une charte, une politique RSE collective. La filière elle est large, elle est assez polymorphe je dirais, donc il y a des toutes petites maisons, des grosses maisons, il y a des tout petits vitis, des plus gros viticulteurs, des bouilleurs de cru, bouilleurs de profession. Et que l'on veut embarquer avec nous dans l'aventure du RSE et de la certification Bicorp. Et donc on a toute une réflexion sur comment avancer ensemble sur la réduction des gaz à effet de serre, comment est-ce que l'on peut travailler à la meilleure gestion des transports, à l'utilisation des produits phytosanitaires. Parce que la filière cognac, elle est vue comme énergivore. C'est peut-être une des idées reçues qu'on a sur cette filière. Comment justement de quelle action concrète vous pouvez nous parler que vous avez mis en place? Les 2 gros pôles, ça va être vraiment le packaging, c'est le principal, et ensuite le transport. Comment est-ce qu'on fait le lien justement entre tradition et modernité? On passe d'abord par des phases de test, de dégustation à l'aveugle, et pour savoir si est-ce qu'il y a une différence entre le produit traditionnellement distillé à gaz ou à vapeur, et pour le moment les résultats sont très satisfaisants. Et comment est-ce qu'on fait en termes de communication pour embarquer les clients mais aussi les collaborateurs de l'entreprise? Typiquement, là on est engagé dans une certification Bicorp. C'est une certification qui est longue et c'est vrai que c'est un travail qui implique toute la boîte là pour le coup. Et en fait cet objectif de certification c'est devenu un vrai projet d'équipe et une vraie fierté quand on l'aura. Et on embarque avec nous nos livreurs, donc on rencontre chacun de nos livreurs d'eau de vie, chacun de nos bouilleurs de cru. Vous êtes moteur sur ce sujet et donc vous allez convaincre toutes les parties prenantes. Tout à fait.
travaille sur le goût, sur la dégustation, sur la découverte. C'est clairement aujourd'hui un des symboles de l'art de vivre à la française et on souhaite participer à ce rayonnement. Au-delà des enjeux auxquels est soumis la filière cognac en elle-même, le territoire, donc le Grand Cognac à une échelle un peu plus large, s'est doté ces dernières années d'un PCAET, conformément aux obligations réglementaires qui concernent les collectivités territoriales, avec 3 grands objectifs dans ce PCAET. Le premier concerne une réduction des émissions de gaz à effet de serre, fixée à moins 40% à horizon 2030. Le second concerne une réduction des consommation énergétique à hauteur de moins 20%. Et le troisième porte sur les énergies renouvelables avec un objectif d'accroissement de 32% de la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique sur le territoire. Face à ces contraintes liées à la guerre commerciale auquel est confrontée la filière cognac, le BNIC a décidé de restreindre à 8,65 hectolitres par hectare la production de cognac pour mieux maîtriser le marché et éviter un effet de surproduction qui viendrait affaiblir la filière durablement. Jean-Sébastien Ouiquet, vous présidez Spirit Valley. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association et cette organisation ? Spirit Valley, c'est finalement, comme vous disiez, une association de l'ensemble des savoir-faire du cognac, élargi, puisqu'on a identifié à peu près 14 métiers, on a une centaine d'adhérents. Et l'enjeu de Spirit Valley, finalement, c'est de travailler sur 3 piliers pour participer, apporter sa pierre à l'édifice, au rayonnement du territoire. Et les 3 piliers sont autour de l'éducation, autour de la RSE. On a même créé un label RSE AFNOR, RSE engagé. Et la transversalité, c'est-à-dire finalement le travail ensemble, parce que tous les savoir-faire, tous les métiers qui sont tous issus finalement de la force du cognac, mais qui sont plus larges que la spécificité cognac ou viticole, doivent apprendre à se connaître et puis à travailler ensemble. On a bien sûr peu de moyens, mais c'est par l'exemple que on essaie de transmettre tous ces messages. D'accord, donc il faut embarquer cet écosystème, il faut aller piocher le savoir-faire et en même temps les exigences de chacun. Ça doit pas être si facile que ça de réussir à réunir tout le monde autour de cette thématique. Ouais, c'est un travail de longue haleine puisqu'on a commencé cette association à peu près en 2018. Bon, on commence maintenant à avoir l'ensemble des partenaires, y compris bien sûr les maisons de cognac, mais ça va jusqu'aux banques, aux gens du design, à la distillerie, au cocktail, au transport. Vous allez voir Éléonore Rousseau, je crois, bientôt. Voilà, tous ces corps de métier, tous ces savoir-faire issus du territoire et avec respect pour le monde du cognac, doivent travailler ensemble pour finalement élever le niveau. Et on travaille sur des choses, c'est pas une coopérative, donc on travaille sur des choses qui sont vraiment transversales, je répète. Ça passe par des visites d'entreprise, ça passe par des formations, ça passe par votre intervention par exemple, puisque vous êtes intervenu auprès de membres de la Spirit Valley pour leur présenter l'ensemble des services que vous pouviez apporter. Et bien sûr par finalement les acteurs eux-mêmes dont je fais partie qui plus que d'intimer des leçons partagent leur expérience. Est-ce qu'on est regardé un petit peu dans le monde sur ce savoir-faire, sur le fait de pouvoir réunir un panel d'acteurs aussi différents, mais qui ont cet ADN en commun, qui est la vigne et le vin et le savoir-faire du cognac? Oui, l'ADN en commun, il est bien sûr la vigne et le vin, mais il est peut-être au-delà et à côté de ça, finalement créer des services, des émotions, des spiritueux au sens large, parce que aujourd'hui, avec cette période un petit peu chahutée, mouvementée, il est peut-être important de savoir que les savoir-faire du cognac peuvent produire d'autres richesses. Quand on parle, par exemple, de nos amis dans le packaging, plutôt que d'adresser l'ensemble de leurs services à une filière, ils peuvent essayer d'élargir parce qu'il y a un véritable savoir-faire. Quand il est question de distillation, c'est pareil, grâce
par exemple, travaille sur la distillation dans le parfum. Si on prend le caractère générique de tout ça, on est en mesure de le faire pour d'autres produits finalement. Et à ce titre, on regroupe ici, et on est regardé parce que on regroupe, grâce au monde du cognac et aux grandes maisons qui ont stimulé cet écosystème finalement, on regroupe énormément de savoir-faire qui inspirent beaucoup de gens dans le monde. Merci Florent Mourillon, vous m'en parliez un petit peu tout à l'heure, mais le BNIC a lancé une grande action, une stratégie bas carbone à horizon 2030. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce que vous avez mis en place? Quels sont les objectifs? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, dans chacun des maillons de notre filière, il y a donc des objectifs. Et je voudrais peut-être commencer déjà par la viticulture. On a un objectif à 2028 que chaque exploitation viticole de cette région ait une certification environnementale. Alors nous avons notre propre certification, qui est la certification environnementale Cognac, qui a été validée par le ministère de l'Agriculture. Mais nous avons voulu aussi laisser la possibilité aux viticulteurs qui feraient d'autres choix de certification officielle, comme bio, comme HVE, de pouvoir accéder à ces certifications. Donc là, on a à la fois un objectif général, global pour la filière, que chacun des viticulteurs, chacune des exploitations ait une certification d'ici 2028. Et puis bien sûr, c'est un challenge pour chaque exploitation viticole. Donc voilà par exemple un exemple très concret au niveau de la viticulture. Au niveau de la distillation, on sait très bien que la distillation, c'est un poste de grande consommation d'énergie. Et là, il y a un travail important qui est fait alors en collectif, en termes de R&D notamment. Et puis aussi en individuel. Quand je dis en individuel, c'est s'assurer que le réglage des brûleurs est bien fait, parfaitement fait. Parce qu'on sait très bien que des gens peuvent gagner en énergie. Et puis c'est mettre les bons brûleurs. Et puis c'est aussi ce que peut-être aussi le travail qui est fait en termes de R&D, où nous travaillons sur la distillation à la vapeur. Donc là aussi, c'est un projet, on va dire, collectif de filière. Donc des maisons travaillent sur le sujet, l'interprofession travaille sur le sujet. Voilà, donc deux exemples très concrets parce qu'il y a cette ambition qui est une ambition commune de réduction d'énergie d'une manière générale, et puis une ambition plus globale sur l'environnement. Pour nous d'ailleurs, c'est un des objectifs majeurs, une des priorités de cette mandature. Jean-Sébastien, quel levier vous utilisez auprès de vos adhérents pour les engager dans cette trajectoire notamment de neutralité carbone et de baisse de la consommation énergétique? La dynamique collective, elle est tout d'abord créée par l'engagement vis-à-vis de la durabilité et finalement de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est la mise en place d'un label ISO 26000 RSE et de l'accompagnement de tous les acteurs ou toutes les adhérents à l'association, les accompagner autour de cette démarche. Effectivement, ce n'est pas la même chose que de travailler à la viticulture, ou que de travailler dans la viticulture, ou que de travailler dans le design, ou de travailler dans le service. Mais pour autant, c'est quand même extrêmement lié. Donc, c'est très important ce que fait finalement le BNIC, et nous essayons d'aller à côté et peut-être un peu plus loin pour participer à ce rayonnement. C'est l'échange, l'exemplarité. Encore une fois, nous sommes une petite association, même si on a une centaine d'adhérents, et c'est par ce biais-là de la sensibilisation oui, encore une fois, de la démonstration que l'on va pouvoir travailler. Et je sais que c'est pas facile en ce moment parce que la crise est là, les anxiétés collectives sont là. On sait pas forcément la première. Il faut survivre 2025 et peut-être 2026, mais il ne faut rien lâcher par rapport à la décarbonation et à la RSE au sens large, parce que survivre 2026, mais dans un monde qui n'a plus de vivants et qui n'a plus de production agricole, qui n'a plus de biodiversité, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que vous diriez à la jeunesse aujourd'hui, à la jeunesse du territoire, mais également à toutes ces personnes qui auraient envie de s'investir dans la filière, ou qui a une vocation, un jeune qui a une vocation? Est-ce que ces transformations un petit peu de société environnementale peuvent devenir un levier d'attractivité et attirer de nouveaux talents et des jeunes? Je crois déjà que la filière cognac est un levier d'attractivité majeur. Indépendamment de la situation, oui, on vit la situation, une situation, on va dire, de crise, mais générale. C'est pas spécifique à Cognac. Le Cognac existait il y a 300 ans, il existera dans 300 ans, donc c'est une filière d'avenir, très clairement. Maintenant, on passe une période difficile et il faut bien sûr s'organiser pour passer cette période le mieux possible. Et donc, oui, il faut qu'on ait des jeunes. On parle beaucoup dans le Cognac de transmission.
On transmet des savoir-faire. Quand on est distillateur, on transmet un savoir-faire, l'art de la distillation. On est maître assembleur, on transmet. Donc on a besoin de nouvelles générations. Oui, c'est difficile, mais comme dans beaucoup de secteurs, mais je pense que notre secteur, notre filière permet de belles perspectives sur le moyen et long terme, c'est très clair. Le cognac fait rêver encore, Jean-Sébastien ? Absolument. La région de Cognac fait rêver, doit faire encore plus rêver. Donner du sens à ce que l'on fait va nous permettre d'attirer. C'est aussi pour ça que je vous parlais des 3 piliers de Spirit Valley. Il y en a un qui porte sur l'éducation. D'ailleurs, je vais même plus loin puisque je suis parrain de la promotion du master de l'IREO aujourd'hui autour de la distillation et qu'on travaille sur la création d'une filière ingénieur autour de la distillation, par exemple. La distillation, c'est très important et effectivement, c'est comme vous le disiez précédemment, c'est l'empreinte carbone la plus forte. Il ne va pas y avoir de travail et d'éducation autour de la distillation s'il n'y a pas d'éducation et de travail autour de la gestion de l'environnement. Mais au-delà de ça, comme la filière cognac est extrêmement finalement attractive, elle attire les gens du monde entier. Maintenant, le problème de fond, c'est peut-être garder et marquer un peu plus. Donc c'est pour ça que l'on travaille également énormément sur non seulement le label RSE, mais également la formation. Comment pouvons-nous attirer et garder les étudiants? Comment pouvons-nous attirer et garder des collaborateurs et des collaboratrices, des entrepreneurs, si nous n'avons pas ici non seulement du sens, mais une exemplarité, comme le soulignait Florent Morillon tout à l'heure, autour de la relation à l'environnement, et une exemplarité dans, finalement, la formation. Un petit mot de conclusion pour chacun. Quel message vous voudriez porter aux personnes qui nous regardent en leur disant, et à ceux qui hésitent encore, lancez-vous dans la décarbonation, c'est l'avenir et c'est la structuration de notre filière pour les 20, 30, 50 prochaines années? Je dirais pas de décarbonation, pas d'avenir, c'est très clair. Enfin, je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant, c'est à quel rythme on avance. Et je pense qu'il y a une grande urgence à avancer plus vite, malgré la situation, malgré le contexte difficile. Ça a été dit par Jean-Sébastien, ce sont des choix d'investissement à un moment donné. Et je pense que dans les priorités d'investissement, c'est ce secteur qu'il faut absolument privilégier. On va être jugé de toute façon, et on est déjà jugé par le consommateur. C'est le seul juge à la fin. Et vous parliez de nouvelles générations. Aujourd'hui, les nouvelles générations, elles regardent quoi? Elles regardent comment a été élaboré le produit, dans quelles conditions, indépendamment quasiment du produit à l'intérieur. Ça devient quasiment le premier critère. Donc si on veut être là demain, il faut se préparer aujourd'hui très clairement. Effectivement, le premier, c'est de prendre conscience et de mesurer. C'est la première étape. Et mesurer, ça coûte pas grand-chose. On a un exemple précis, on travaille nous sur la biodiversité, on est viticulteur également avec HVE, CEC, etc. Mais on voulait mesurer la biodiversité. Donc la première des étapes, pour savoir quel était notre impact sur la biodiversité, c'est de la mesurer. Donc déjà, on peut mesurer son empreinte carbone, et puis ensuite essayer de trouver les premières petites actions à mener. Donc ce que je veux dire par là, c'est ne lâchons rien, parce que de toute façon, survivre la crise pour arriver dans un monde sans fruits et sans raisins ne servira à rien. Très bien, merci beaucoup de votre éclairage. Il se trouve que la production de cognac, dans les différentes étapes, est, comme beaucoup d'industries, un émetteur d'émissions de gaz à effet de serre et un consommateur d'énergie. Face à cette situation, la filière s'est organisée au fil des ans et a mené un certain nombre d'initiatives assez intéressantes et qui vont vraiment dans le bon sens. Des actions qui ont été effectuées sur la partie distillation pour réduire l'empreinte carbone, notamment en allant chercher des solutions d'électrification pour la distillation ou de réduction du recours aux énergies fossiles pour le chauffage dans le processus de distillation. Pierre-Marie, après cette visite passionnante, on va voir que la transition énergétique, elle ne se vit pas que dans les grandes maisons, mais aussi dans les ateliers ou les distilleries artisanales. Oui Grégoire, et je vous amène chez les bouilleurs de profession, véritables gardiens du savoir-faire charentais.
Aude Drouneau, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir dans cette distillerie. Vous êtes la présidente du syndicat des bouilleurs de profession. J'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots sur ce syndicat et puis surtout quel rôle il joue dans la filière cognac. Il faut savoir que l'appellation cognac s'obtient à la sortie de l'alambic, donc aussi bien de l'alambic du bouilleur de cru que celui du bouilleur de profession. Il y a le gaz pour faire bouillir bien évidemment le vin dans l'alambic, mais il y a également l'électricité dans le processus de fabrication de l'eau froide qui est indispensable dans notre process de distillation. Nous avons suivi la trajectoire que nous donne notre gouvernement, mais nous étions déjà préoccupés par ce sujet-là. Donc une des pistes que nous avons choisies, c'est forcément le changement d'abord des brûleurs, du mode de brûlage du gaz, et qui donne une baisse de la consommation de gaz qui peut aller de 10 à jusqu'à même 20%. La région s'est saisie de ce sujet également au niveau de la filière. Il y a des expérimentations qui ont eu lieu sur la distillation à la vapeur, sur un nouveau mode de préchauffage, mais bien sûr en essayant de respecter le cahier des charges cognac. Et c'est un sujet qui nous préoccupe, mais qui demande des moyens. Nous avons la chance d'être soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine, qui est très engagée dans la décarbonation également. On est confronté bien sûr à la réglementation. Nous sommes des installations classées, donc soumis à la surveillance de l'ADREAL. Donc il faut aussi assurer la sécurité de tous et toutes. Et puis il faut réussir à changer tout en gardant la singularité de notre produit. Nous avons créé un groupe de travail sur la décarbonation. Nous participons à de nombreux groupes de travail exactement au sein du BNIC en apportant nos expertises de distillateurs, de bouilleurs de profession, pour essayer d'accompagner les expérimentations. Très honnêtement, tout le monde n'est pas tout à fait encore engagé dans la transition pour des questions financières, mais c'est un enjeu de demain qu'on ne pourra pas ignorer. Il faut qu'on évolue, mais en restant dans notre savoir-faire. Pierre-Marie, maintenant on va voir que la décarbonation c'est aussi une affaire collective et qu'elle dépasse le seul cadre de la production d'eau de vie. Recyclage, valorisation énergétique, transport. Dans tout le territoire cognacais, des entreprises s'engagent pour rendre leur activité plus durable. Direction maintenant la SAS Transport Rousseau où innovation rime avec mobilité durable. Pouvez-vous nous présenter la société de transport Rousseau, son histoire, son implantation à Cognac? Nous sommes spécialisés dans le transport de vins et spiritueux en citernes et de marchandises générales en tow-liner. Nous intervenons dès la partie des vendanges, puis au moment où le transport du vin qui va être amené à la distillation, puis sorti de la distillation, les eaux de vie, et ensuite tout le parcours du cognac, nous allons le transporter en fonction des besoins de nos clients. Très bien, et aujourd'hui on entend beaucoup parler du transport routier, qui est souvent au cœur des débats sur les émissions de carbone. Depuis quelques années, nous sommes passés au biocarburant, fabriqué à base de déchets alimentaires. Il s'agit du Pure XTL, qui est un biocarburant premium, permet de limiter les émissions de CO2 à hauteur de presque 90%. Nous n'avons pas constaté d'augmentation de consommation, que ça soit consommation en carburant, consommation en entretien. Donc vous diriez que ça a participé à améliorer la satisfaction client, l'image de marque? Totalement. Comment est-ce qu'on collabore avec les autres acteurs du territoire sur cette question de maîtrise de l'énergie et de décarbonation? Via des échanges, via des collaborations. Nous transportons au quotidien de la marchandise à haute valeur ajoutée et c'est très important pour nous d'avoir du matériel aux normes, entretenu, avec des conducteurs qui soient formés, professionnels et qui savent parler le même langage que nos clients. En Charente, l'eau de vie de Cognac naît d'une double distillation, laissant derrière elle un résidu discret, la vinasse. Dans les années 1970, la filière comprend que ces rejets menacent l'environnement. Alors, les distillateurs s'unissent et créent Rovico. Unique en France, Rovico transforme cette contrainte en engagement et protège la terre qui fait naître le cognac. La mission première de Rovico, c'est avant tout d'assurer une dépollution des sous-produits organiques, donc que sont les vinasses, avant le rejet dans le milieu naturel. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dépolluer avant le rejeter dans la nature,
mais on cherche à valoriser le produit le plus possible. La voie qu'on appelle valorisation matière, à partir de laquelle on va extraire de l'acide tartrique, c'est un des constituants, c'est une des molécules qui est présente dans les vinasses. Et puis il y a une seconde voie, c'est la voie de valorisation énergétique. C'est-à-dire que une fois qu'on a enlevé cette substance, cette molécule d'intérêt, ce que l'on va chercher à faire, c'est de récupérer les vinasses desquelles on aura extrait l'acide tartrique et on va les méthaniser. En les méthanisant, on va transformer le résiduel de matière organique en biogaz. Ce biogaz va être valorisé sur des outils de cogénération qui va nous permettre de produire de l'électricité. On est vertueux parce qu'on assure une valorisation matière et on est vertueux parce qu'on assure une valorisation énergétique. Et après ça, une fois qu'on a fait ces deux jobs de valorisation matière, valorisation énergétique, on peut rejeter le produit directement dans l'environnement sans impact pour l'environnement. On a un taux d'efficacité environnementale qui est supérieur à 99%. Il nous reste entre 0,4 et 0,5% de la pollution organique qui est rejetée dans le milieu naturel, c'est-à-dire 3 fois rien. Mais notre contribution est majeure puisqu'effectivement, on est le principal centre de dépollution et de valorisation des sous-produits. Les difficultés qu'on a évoquées, auxquelles sont confrontés les acteurs de la filière du cognac, qui consistent à devoir s'engager de manière assez drastique, assez importante dans une démarche de décarbonation des modes de fonctionnement et de maîtrise de l'énergie, avec une difficulté majeure et une barrière majeure qui est souvent celle de l'investissement et de la capacité à trouver un retour sur investissement qui rend le projet économiquement viable. Une des meilleures manières de fonctionner vis-à-vis de cet enjeu, c'est de prendre les choses étape par étape. Elio est une société de services en maîtrise de l'énergie et décarbonation qui intervient autour de plusieurs métiers qu'on pourrait décrire selon 3 grands axes: l'ingénierie technique, l'ingénierie financière et le monitoring de l'énergie. L'ingénierie technique, ça va consister à déployer des solutions en phase avant travaux, avec une étape de diagnostic au travers de solutions comme l'audit énergétique ou le bilan carbone, qui vont permettre d'aboutir sur des préconisations. Ces préconisations visent à réduire les consommations énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre et vont amener à la deuxième étape de notre accompagnement sur l'ingénierie technique, qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Une fois qu'on arrive à cette étape de déclenchement des travaux, de déclenchement des investissements, on s'aperçoit bien souvent que le frein auquel sont confrontés nos clients, nos partenaires, c'est la difficulté à mobiliser des fonds, les difficultés à avoir un temps de retour sur investissement. C'est là qu'intervient le deuxième axe majeur de notre activité, l'activité historique du groupe Elio, qui est celle de l'ingénierie financière. À ce stade-là des projets, nous allons mobiliser auprès de nos clients, de nos partenaires, différents types de financement, au travers du mécanisme des C2E, les certificats d'économie d'énergie, ou au travers de la mobilisation de subventions publiques à l'échelle européenne, nationale ou locale. À la suite de cette étape, nous accompagnons à nouveau nos clients et nos partenaires sur un troisième axe qui est le suivi des performances énergétiques réelles et des performances en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre après travaux. Et ceci intervient au travers du troisième axe de nos métiers qui est celui du monitoring de l'énergie, où nous venons positionner des outils digitaux qui permettent de remonter de la donnée fiable, analysable, pour vérifier l'atteinte réelle des performances énergétiques. Pierre-Marie, il est déjà l'heure de nous quitter. J'étais ravi de cette journée passée en votre compagnie. À Cognac, nous avons découvert une filière en pleine mutation, un secteur historique, mais qui regarde l'avenir avec lucidité et avec audace. Oui, Grégoire, la transition écologique, c'est avant tout des femmes et des hommes que nous avons rencontrés. Des dirigeants, des artisans, des techniciens, des transporteurs. Tous sont unis par la même volonté d'avancer. Et vous avez raison, parce que la décarbonation, ce n'est pas qu'une contrainte, elle est aussi une formidable opportunité pour inventer de nouveaux modèles, pour inventer des nouveaux modèles plus sobres et puis plus solidaires. Et cette énergie, Grégoire, elle existe partout en France. On la retrouve ici, dans nos territoires. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. C'était une production Radio Territoria. À très bientôt pour un prochain numéro de Ici l'énergie.